Bonsoir à vous tous, c'est encore une nouvelle semaine pleine d'aventures. Cette semaine sur le plan politique est marquée par beaucoup d'événements, surtout si la crise au comité d'action pour le renouveau qui cristallise le débat. Nous allons revenir longuement sur cette crise dans cette émission, mais nous parlerons également des autres sujets qui préoccupent pour le moment. Ce sont notamment les sujets qui concernent la nouvelle proposition de réforme constitutionnelle déposée par les partis parlementaires que sont l'ANC et l'Alliance des démocrates pour le développement intégral à Dimé. Dans un premier temps, pour évoquer la situation au comité d'action pour le renouveau, je reçois Kodjo Aoudi. Il est le président national de la jeunesse du comité d'action pour le renouveau, le CAR. Kodjo Aoudi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité. On va faire donc en première partie avec vous, puisque votre parti, sans se voiler la face, traverse actuellement une véritable zone de turbulence. C'est le moins que l'on puisse dire. On va en parler en première partie, et puis dans la seconde partie, vous resterez avec nous, mais nous serons rejoints par Bernard Bokodje, donc pour continuer le débat sur les autres sujets qui font l'actualité. Alors, Kodjo Aoudi, question tout simple. Qu'est-ce qui se passe au CAR? Ce qui se passe au CAR est regrettable. Il faut dire tout simplement, quand vous avez dit question tout simple, une réponse simple. Nous traversons une terrible crise. Il y a de cela bientôt 8 mois que nous sommes rentrés dans cette zone de turbulence, comme vous venez de le dire à l'entame de cette émission. Et nous étions en train de discuter des renouvellements des instances dirigeantes du parti, quand la crise est née. Et nous pensions régler cette crise à l'interne. Mais malheureusement, aujourd'hui, la crise est sur la place publique. Mais nous continuons à croire que le grand Dieu ne va pas nous laisser afin que notre parti sombre. Le grand Dieu nous aidera à ce que nous puissions nous ressaisir afin que le CAR retrouve son image d'attente. Alors là, tout le monde parle de crise, mais de quoi sommes-nous en train de parler là? Au sein du parti même, c'est quoi le problème? Le problème aujourd'hui, d'aucuns pensent que c'est un problème de personne, alors que c'est une crise institutionnelle. Puisque je vous disais tantôt que nous étions en train de parler de renouvellement des instances dirigeantes du parti. Et comme d'habitude, et selon nos statuts, j'ai nos statuts ici, selon les dispositions de nos statuts, c'est que toute décision au CAR doit être prise de façon consensuelle. C'est à défaut du consensus que nous allons au vote. Et depuis lors, cette première disposition, qui est la prise de décision consensuelle, a toujours marché. Mais nous étions à la recherche de ce consensus-là quand la crise est née. Le consensus, c'est sur quoi? C'est-à-dire, il y avait des difficultés à renouveler les instances ou bien quoi? Non, c'est-à-dire que avant d'aller au Congrès, devant toutes les instances que le Congrès réunit, après le Congrès, il y a ce que nous appelons le Présidium. Et c'est là nous réfléchissons, nous sortons nos stratégies politiques et nous apportons les résultats de ces stratégies devant le comité directeur qui est l'instance décisionnelle. Donc, il s'est fait que les institutions dirigeantes actuelles sont à terme de leur mandat. Donc, il fallait chercher celui qui va prendre la commande. C'est 2 fois 4 ans, c'est ça? 2 fois 4. Selon les tests, c'est 4 ans renouvelables une fois de suite. La mandature que M. Apévo est en train de diriger maintenant a été commencée en 2008, en octobre, notamment en octobre 2008. 2008-2016, ça fait 4 ans, 2 fois. C'est bien qu'il faut chercher ce qui peut prendre maintenant la commande du parti. Donc nous étions à la recherche de celui qui peut porter le flambeau du parti quand la crise est née. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et il s'est fait que au présidium du 23 novembre 2015, le président national Maître Apévo a inscrit au premier point de l'ordre du jour de ce jour-là le renouvellement des instances du parti. Et
Il a dit que il faut chercher celui qui va diriger désormais le cas. Et celui qui a pris la parole premièrement, c'était le docteur Amaglo. En principe, moi j'ai dit, la crise a pris une certaine allure que aujourd'hui, ce n'est plus la peine de revenir sur la genèse du parti. Sur la crise, pardon. Mais comme vous avez posé la question, il faut éclairer quand même l'opinion. Parce qu'on a tellement glosé sur la genèse de la crise à travers les journaux. Vous n'avez pas à savoir que des gens accusent certains et d'autres. Il y a des accusations. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que aujourd'hui, il faut chercher la résolution de la crise. Mais comme vous avez posé la question, ça m'amène à revenir l'histoire de la crise. Voilà. Et donc, je disais tantôt que quand le président a lancé le débat, Dr Amaglo était la première personne à prendre la parole. Il a fait un long développement sur les difficultés que traverse le parti. Vous savez, un parti politique, c'est comme une entreprise, c'est comme une institution. Toute institution, à un moment donné, traverse certaines difficultés. Je ne vais pas revenir sur ces difficultés parce que c'était à l'interne. Et après cela, son développement était scindé en deux temps ou en deux aspects. Le premier aspect, c'est les difficultés internes que traverse le parti. Et le deuxième aspect, c'est là où moi, il a été vraiment convaincant. Il faut le dire, il a été vraiment convaincant. C'était sur le plan national. L'impasse totale que notre pays, le Togo traverse, il est revenu longuement là-dessus. Et il a conclu en disant que celui qui peut encore faire face au régime en place, c'est Maître Agbouibo. Et pour cela, il faut que Maître Agbouibo revienne à la tête du parti, afin de pouvoir avoir les prérogatives compétentes pour pouvoir agir sur le plan national, afin de sortir le pays de l'espace que nous traversons. Et honnêtement parlant, tous les participants à cette réunion ont pris la parole. La plupart, la majorité, sont allés dans le même sens que Dr Amaglo. Et une honnêteté intellectuelle et politique m'oblige à dire qu'il y avait quand même une minorité qui n'avait rien dit. Il y avait certains qui n'avaient pas pris la parole. Et pour nous, comme nous étions à la recherche de consensus, un consensus s'était dégagé alors. Puisque le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Si vous discutez de quelque chose précieux et que vous ne dites rien, des gens ont fait des suggestions, que vous taisez, c'est que vous consentez. Et donc, le président dit, comme c'est un sujet sensible, il faut, puisqu'il y a d'autres points de l'ordre du jour, il faut renvoyer le point là sur le mercredi qui allait sur la date du 23, qui était le lundi. Puisque c'est chaque lundi que nous nous réunissons dans le cadre du présidium. Mais comme nous étions en train d'organiser, de préparer le congrès, il fallait aller vite. Donc, laisser le sujet dans 8 jours, le président a josé que nous nous retrouvons mercredi. Donc le mercredi, le 25, le président a relancé le débat. C'était le seul point dont nous devions discuter. Et curieusement, Dr Amaglo a repris la parole. Et à notre grande surprise, il change la proposition que lui-même il avait faite. Maintenant, la proposition, c'est qu'on crée un grand cadre qui va rassembler la majorité des Togolais. Au-dessus de ce cadre-là, on va mettre Maître Agbouibo. Afin que s'il y a des missions qui dépassent Maître Apevon, que Maître Apevon les confie à Maître Agbouibo. Subitement, il y avait une réaction vive dans l'Assemblée. Pourquoi tu viens changer subitement ce que tu avais proposé? Et c'est là où les membres du présidium étaient scindés en deux camps. Et là où la chose était un peu surprenante, c'est que d'abord, quand on avait lancé le sujet, je reviens un peu en arrière, le lundi 23, nous avions donné la parole à Maître Agbouibo. Il était à la réunion. Oui, puisqu'il est le président d'honneur. Il était à la réunion, il est membre du présidium. Et on lui a donné la parole, on dit voilà la proposition, qu'en pensez-vous? Il a dit ceci, je cite: je me suis senti en termes d'interpellation de devoir national. Et comme j'ai encore un peu d'énergie, je peux le faire. Et s'il y a du consensus, je vais le faire. Mais est-ce que, avant cela, vous avez senti à un moment donné, dans Maître Agbouibo, le désir de vouloir reprendre les rênes du parti? Je vais revenir à ça. Et
Nous avons donné aussi la parole à Maître Apévon. Il a dit, je ne suis candidat à rien. Organisons le congrès, je vais partir. Maintenant, revenant à la question que vous venez de poser, Maître Agboibo, vous m'amenez à dévoiler quelque chose. Il faut un moment, certains sont allés le voir pour qu'il revienne à la tête du parti. C'était responsable du cas. Du parti. Notamment Dr Maglo, Dr Lawson, Nador, plein de gens. Et certains jeunes, vu les difficultés que nous traversons. Les gens ont trouvé en lui une capacité certaine qui peut nous aider à redonner le blason au cas. Il a refusé catégoriquement pour répondre à votre question. Il a dit non, j'ai passé la main, il faut que vous continuez. Donc, les gens ont insisté. Dire aujourd'hui que Maître Agboibo a animé une intention, bien a démontré une intention claire de revenir à la tête du parti, jusque-là, jusqu'au jour où on lui donnait la parole, moi personnellement je ne l'ai pas senti. Parce que là, on l'avait déjà entendu, enfin lu dans les journaux que Maître Agboibo nourrissait le désir de reprendre. Certains journaux sont allés même très loin qu'il préparait un de ses fils qui était avocat en France, qu'elle est revenue prendre les rênes du parti. Ce sont des spéculations. Voyez-vous, moi, je ne sais pas parce que je suis juriste, vous n'êtes pas sans savoir que je suis juriste politiquement. Et moi j'aime souvent les règles. C'est pour cela quand on veut écrire une règle, il faut penser beaucoup avant de l'écrire. Et selon nos statuts, Maître Agboibo peut toutefois revenir à la tête du parti. À supposer même qu'il nourrisse l'intention de revenir, les statuts lui donnent ce droit. Je parle de statut. Maintenant, il appartiendra aux militants de voir, au Congrès, de voir si vraiment Maître Agboibo a encore la carrure de revenir à la tête du parti. Voilà. Et je profite de l'occasion pour dire que au Togo, au jour d'aujourd'hui, notre pays est en train de traverser un moment difficile. Parce que des gens nous regardent dans la sous-région et nous faisons la honte. Je crois que nous allons revenir sur la réforme. C'est pour cela que il y a certains de vos confrères qui pensent que ce qu'ils disent est parole d'évangile. Et moi, aujourd'hui, en toute honnêteté, je veux dire que Maître Agboibo a fait beaucoup pour ce pays. Pas parce qu'il est au cas, ou bien pas parce qu'il est le président d'honneur du parti dans lequel dont je dirige la jeunesse. Mais il faut regarder le parcours de l'homme, tout ce qu'il a pu faire. On peut ne pas l'aimer. Je peux je peux ne pas vous aimer. Mais une honnêteté et la franchise, si nous voulons construire notre pays, il faut encourager les gens à aller de l'avant. Mais des gens, vous ne pouvez pas être bon totalement. Chacun a ses défauts. Le Maître Agboibo a fait beaucoup de choses pour ce pays. Mais je comprends. Quand des gens ont senti, ou bien des gens ont commencé à apprendre que Maître Agboibo veut revenir, on dirait qu'il y a la panique dans certains cas. Et moi, je le comprends parce que le bonhomme a le flair politique. Mais là, est-ce que c'est pas... il n'est pas en train de reprendre sa chose, hein, parce que tout le monde sait, c'est lui qui a créé le cas. Est-ce qu'il n'est pas en train de reprendre sa chose? Non, le dire ainsi, c'est comme si le cas était une propriété à Maître Agboibo. Vous savez, en Afrique, les partis politiques sont la propriété de ceux qui les ont créés. C'est eux qui financent, c'est eux qui sortent les millions. Donc, naturellement, il est difficile de se passer de... dépasser... Oui, mais c'est le cas. Nous devons dépasser cela. Ce n'est pas le cas. Le dire ainsi, c'est comme si moi, je n'ai pas le droit de parler. Mais si Maître Agboibo fait quelque chose, contrairement à nos tests, moi, il va me voir sur son chemin. Nous avons dépassé ça. Nous sommes au XXIe siècle. Si tel était le cas auparavant, aujourd'hui, nous qui constituons une jeunesse dynamique au cas, nous n'allons pas accepter ça. Mais est-ce que pendant les 8 ans qu'il a quitté la tête du parti, est-ce qu'il a réellement laissé le parti être dirigé comme il le faut par Maître Apévon? Vous savez, quand on nous donne le pouvoir, ça c'est Xerxes. Dit qu'il a réellement laissé, mais il a fait un congrès. Est-ce qu'il n'était pas dans l'ombre? Est-ce qu'il ne tirait pas les ficelles? Parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'approche de la présidentielle dernière, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur le fait que le CAR n'ait pas été, n'ait pas eu de candidat, que c'est Agboibo qui n'en a pas voulu, etc. Est-ce que Maître Agboibo est réellement resté en retrait ou bien il tirait les ficelles? Comment va-t-il tirer les ficelles?
Surtout que... Vous l'avez reconnu, c'est un animal politique, donc... C'est un animal politique. Mais au cas, il n'est pas le seul. Il y a des gens aussi qui sont compétents politiquement. Dans Apevon, c'est ça? Dans Apevon, par exemple. Et on lui a confié le parti, on lui a confié la tête du parti. Il appartient à M. Apevon de montrer ses talents, de prouver qu'il mérite la place. Donc dire que, moi par exemple, c'est sans fausse modestie, si on me lit aujourd'hui à la tête du parti, et avant d'arriver à la tête du parti, c'est que j'ai des objectifs à atteindre, avec une conviction donnée. Et si je vois que quelqu'un vient me perturber, je vais lui dire non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je sais là où je vais. Et vous estimez que pendant ces 8 ans, pendant ces 8 ans, au contraire, Maître Agbegbo a été toujours aux côtés de Maître Apevon pour l'aider dans ses tâches. Mais dire qu'il est en train de tirer les ficelles, c'est comme s'il met le bâton dans la roue. Oui, il faut éviter des situations. On a vu aussi, on a entendu aussi des accusations comme quoi Maître Apevon n'est pas assez charismatique. Oui, ça c'est les observateurs qui le disent. Mais avant d'arriver là, vous avez touché quelque chose de doigt tout à l'heure. Et ça touche les problèmes nationaux que nous traversons. Vous avez dit en 2015, déjà nous accusaient à tort et à travers que pourquoi nous n'avons pas déposé la candidature. Et on veut jeter un anathème sur Maître Agbegbo pour dire que parce qu'il ne pouvait pas être candidat. Non! Nous avons motivé notre décision de ne pas participer à cette élection présidentielle. Aujourd'hui, je crois que les réalités nous donnent raison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devions faire les réformes que nous créons aujourd'hui. Les réformes institutionnelles, constitutionnelles. Ne serait-ce que la limitation du nombre de mandats et les élections à deux tours. Mais quand Maître Agbegbo a fait une belle proposition, c'est sur ça que des gens sont en train de se faire. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Maître Agbegbo a dit ceci, que si jamais nous faisons la réforme au cours du mandat qui était en cours pour le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, on allait compter ce mandat-là comme le premier. Mais des gens ont commencé à crier. Moi j'ai été surpris. Des gens ont commencé à crier pour dire que le Maître Agbegbo veut confier un mandat à Faure, tout comme si Maître Agbegbo a beaucoup de mandats dans son salon qu'il distribue. Si tel était le cas, mais on allait se l'attribuer au cas. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui, malgré cette belle proposition, ont fait que nous avons raté une belle occasion en 2015, une occasion politique qui devait nous permettre d'avancer un peu sur le plan politique, eh bien nous avons raté cela. Mais déjà on crié dans ce pays, pas d'élection sans réforme. Ça voudrait dire que quelque part, indirectement, ils sont d'accord avec la proposition de Maître Agbegbo. Mais au Togo, nous avons un problème sérieux. C'est que si ce n'est pas moi qui ai dit, donc ce n'est pas bon. Nous devons dépasser cela. Alors là, quand j'entends le président de la jeunesse du CA parler, je pourrais dire sans embâche que vous êtes un proche d'Agbegbo. Est-ce que c'est faux? Le dire comme ça, moi je suis proche du président, puisque je suis le président national de la jeunesse, je suis proche du président national. Je dirais, je suis proche de tout le bureau national du CA. Et en tant que président d'honneur, je suis proche de lui. À moins que vous m'expliquiez bien la question. Oui, en fait, là où je voulais en venir, je vais en venir à cette crise-là. Dans cette crise, quel est votre camp, vous? Est-ce que vous êtes pro-Agbegbo ou pro-Apevon? Quel est votre camp? Oui. En termes de camp, je ne veux pas qu'on nous parle en termes de camp. Mais c'est le problème qui se pose aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui se rangent du côté d'Apevon, beaucoup se rangent également du côté d'Agbegbo. C'est malheureux que les choses se passent comme ça. Mais c'est le fait. Et vous, en tant que président de la jeunesse, quelle est votre position? Parce que nous avons entendu aussi des choses et c'est votre réponse qui va déterminer la suite. Oui, j'en viens. Dire qu'on est pro-Agbegbo ou bien pro-Apevon, c'est rendre la crise interpersonnelle. Ce que moi, je n'accepterai pas. Parce que le cas nous appartient à nous tous. Et c'est pour cela qu'il y a des règles. Il n'y a pas besoin de dire que moi je suis quand Agbegbo, quand Apevon. Voyez-vous, quelqu'un peut dire moi je suis d'accord avec le retour d'Agbegbo. Parce que les tests le lui permettent. Mais poser la question de savoir si on est du camp d'Agbegbo ou bien du camp d'Apevon, c'est comment dirais-je, rendre interpersonnelle la crise. Voyez-vous? Et moi je ne veux pas ça. Alors maintenant, moi ma position c'est une question de logique.
je me suis posé la question de savoir, Maître Apevon aujourd'hui, est-ce que nos tests nous permettent qu'il revienne à la tête du parti? Voyez-vous, j'ai dit tantôt, au début de l'émission, je vous avais dit que le mandat au cas, c'est 4 ans renouvelables une fois de suite. J'explique. 4 ans, une fois renouvelable une fois de suite. Parfois, d'ailleurs, on nous pose la question, c'est quoi une fois de suite? Ça voudrait dire, si vous faites 4 ans, et quand on vous renouvelle encore votre mandat, eh bien, après les 8 ans, vous ne pouvez plus briguer un 3e mandat. Mais si quelqu'un venait à la tête du parti, il fait 4 ans, vous pouvez toutefois revenir. Il n'y a pas de suite, vous pouvez toutefois revenir. Aujourd'hui, Maître Apevon a fini les 2 mandats. Sinon, il est en train de boucler les 2 mandats. Voyez-vous? Donc, dire que si je vous dis tout à l'heure que je suis du camp d'Apevon, ce serait contre d'abord mes principes. Ce serait comme si je suis en train de militer pour le système du maintien au pouvoir. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de crier sur le plan national qu'il faut limiter le mandat. Nous avons eu la chance au cas que nos statuts aient prévu cela. Donc, respectons nos statuts. Maintenant, quand vous parlez du camp, si il faut vérifier à voir si Maître Apevon, est-ce que les tests lui permettent, pour avoir quitté la tête du parti, est-ce que les tests lui permettent de pouvoir revenir? Sans embâche, je vous dis oui. C'est comme si Maître Apevon part aujourd'hui, après 4 ans, et si nous allons au Congrès, et que nous n'avons pas pu trouver un consensus, comme les tests l'exigent, autour d'une personnalité, et que nous allons au vote, Apevon a le plein droit de déposer, Maître Apevon a encore le plein droit de déposer sa candidature, parce que les tests ne lui permettent. Donc, en clair... Vous parlez d'Apevon ou d'Agboibo? Je disais, si aujourd'hui Maître Apevon quitte la tête du parti, parce qu'ayant terminé ces deux mandats, et bien, dans 4 ans, si nous allons au Congrès, et que il y a un consensus autour de sa personnalité, ou bien nous n'avons pas pu trouver de consensus autour de la personnalité de qui que ce soit, et que nous allons au vote, Maître Apevon aura le plein droit de déposer sa candidature. Parce que les tests lui permettent de revenir. Pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, les tests en vigueur au cas permettent à Maître Apevon de revenir. Donc si quelqu'un dit que lui il est d'accord pour le retour de Maître Apevon, il est dans la logique de la légalité et de la légitimité. Oui, mais là, est-ce que ça ne fait pas au niveau du CAR un jeu de ping-pong? Apevon, Agboibo, Apevon, Agboibo. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes, vous n'avez pas des personnalités de poigne qui peuvent prétendre diriger le CAR? Il y en a. Mais si vous savez, diriger un parti politique, c'est apprendre à diriger la chose publique aussi. Vous pouvez avoir la carrure, mais si vous n'avez pas la volonté. Si on dit, ah oui, monsieur Niaoui, tel que nous vous voyons, vous pouvez diriger le pays. Vous dites non, je sais que j'ai la carrure, mais je ne veux pas. Donc, jusqu'alors... C'est pour dire qu'au niveau du cas, il n'y a personne qui veut diriger. Il y a des gens qui ont la carrure, mais quand ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce que diriger un parti politique, il faut avoir non seulement la carrure, mais il faut avoir la conviction politique. Il faut avoir la vision politique. Vous dites tout à l'heure que ce n'est pas un ping-pong. Jusqu'alors, mais on n'a pas encore ouvert la liste de candidatures pour dire que ça fait un ping-pong Apevon, Agboibo. Non. Parce que... Mais c'est là la crise qui est là actuellement, c'est pour cela que Apevon versus Agboibo. Non. Quand on le prend comme ça, c'est faire taire aux autres. Qui c'est que moi qui suis ici, moi si je veux être président, le jour où je peux déposer ma candidature, puisque les tests me le permettent. Et c'est pour cela, je crois que nous allons revenir là-dessus, que les présidents fédéraux ont demandé au président de convoquer le Congrès pour que nous décidons au Congrès. Oui, mais alors cette histoire, vous l'annoncez bien de présidents fédéraux, parce que ça s'est fait à un moment donné où Maître Apevon n'était pas au pays. Est-ce que ce n'est pas un coup bas qui est orchestré par le camp à Agboibo, comme on l'a lu dans les journaux, pour snobber Apevon? Vous savez, moi je ne suis pas président fédéral, mais j'ai suivi de tout près. Il semblerait d'ailleurs que ce ne sont pas les présidents fédéraux qui sont venus, que c'est des secrétaires généraux ou bien des membres de fédération. Si vous voulez, je peux vous fournir
la liste des présidents fédéraux avec leurs contacts. Vous-même, vous allez les contacter. Ils vous diront. C'est-à-dire que moi, pardon, je ne voudrais pas que cette crise nous divise. Aujourd'hui, j'ai la peur au dos parce que quand je vois les co-militants réagir aujourd'hui, j'ai dit, mais si nous avons pu côtoyer, nous avons pu vivre ensemble pendant 25 ans, et que des gens montrent aujourd'hui comme s'ils n'ont pas la ligne du cas, j'ai peur. Parce que le cas, la première valeur fondamentale, c'est la vérité. Et c'est pour cela que moi, je voudrais, tout au long de cette émission, rester dans la lumière de la vérité. Et je vous dis que la main sur la conscience, ceux qui ont fait cette réunion, c'est les présidents fédéraux. Et ils sont venus avec une délégation de 3, par fédération. Et quand vous faites bien le calcul, ils sont au nombre de 100. Et si aujourd'hui on dit, j'attends, j'ai lu des journaux, des gens disent que c'est des présidents manipulés par Maître Agbegbo, c'est un verbe au Togo que nous avons au bout des lèvres. Parce que... Ce n'est pas le cas, est-ce que ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Mais dire d'une personne urbaine qu'il est manipulé, c'est une injure à son intelligence. Non, mais ça arrive, hein, on peut donner de l'argent à des gens pour tenir une réunion, ça c'est les manipuler. Vous savez, Maître Agbegbo lui-même, il a fait une tournée dans la fédération. Des gens lui ont demandé d'aller se réconcilier avec Maître Agbegbo pour convoquer un congrès. Il a dit la réconciliation n'est plus possible. Voyez-vous, je crois que nous allons rentrer dans le fond de la crise au moment venu. Et quand vous parlez de la manipulation, moi, ça me frustre un peu. Parce que nous avons eu la chance au cas que nos présidents fédéraux ne soient pas des manipulés. La plupart sont des enseignants, des proviseurs, des inspecteurs du cours primaire qui sont à la retraite. Et ce ne sont pas des commandeurs. Ça aussi, ça sent, hein, s'ils ont quelques centaines de milliers en poche, ils peuvent. Alors, si vous dites que Maître Agbegbo les a manipulés. Je n'ai jamais affirmé, je vous pose la question. Non, ce n'est pas le cas. Si Maître Agbegbo a pu manipuler sur 36 fédérations, il y a eu 33 fédérations, alors le bonhomme a une carrière politique terrible. C'est pour vous dire que c'est archi faux. On ne fait pas chercher le pouls sur la tête d'un chauve. Non. Au lieu de dire ça, il faut voir ce que les présidents fédéraux ont produit comme résultat à la fin de leur réunion. Alors là, parce que à la fin de cette réunion, les présidents fédéraux, comme vous le dites, les 33, ont demandé que qu'un congrès soit convoqué. Alors là, on a entendu la réaction d'Apevon là-dessus, qu'on est déjà dans le processus d'un congrès. Est-ce que cette réunion-là avait été opportune? Vous savez, il y a de cela 3 mois, quand la crise a commencé à prendre la proportion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sur 36 fédérations, il y a eu 29 fédérations qui, de façon individuelle, c'est-à-dire fédération par fédération, ont interpellé le président national, Maître Agbegbo, par écrit. On lui a adressé une lettre pour lui demander à la rue vont les choses, ça ne nous honore pas. Il faut convoquer le congrès pour que les militants viennent décider. Vous savez ce qui s'est passé? Le président, en répondant dans une note circulaire, il les a traités de manipulés et de vendus. Cela a suscité une réaction de la part de ces fédérations. Et c'est comme s'il y a eu un effet de contagion. Mais bien avant cela, je crois le 18 mars, le président a sorti une note circulaire. Et puis il a arrêté de façon autoritaire toutes les activités du parti. Or, au cas, les décisions sont toujours collégiales. Avant qu'une décision ne soit assumée par le président, cette décision doit être discutée à fond par l'instance décisionnelle qui est le comité directeur. Mais le président, tout seul, il a pris cette décision. C'est ça qui a amené les présidents fédéraux à se concerter. Ils se sont dit, mais à la rue vont les choses, pendant que les débats continuent sur les problèmes précieux au plan national, le cas est absent sur tous les débats. Vous êtes journaliste, nous ne faisons que parler de la crise, alors même que les vrais enjeux nous attendent sur le plan politique. Il y a une proposition même qui est déposée, le cas n'était pas dedans. Et donc, on demandait à Maître Agbegbo de faire reprendre les activités
du comité directeur. Parce que avant d'aller au congrès, c'est le comité directeur qui doit décider de la date de l'organisation du congrès. Eh bien, quand vous parlez tantôt de son interview, dans son interview, il disait que nous étions dans l'organisation du processus normal d'un congrès ordinaire. Pourquoi on lui parle maintenant de congrès extraordinaire? Ça aussi, c'est nos statuts, notamment l'article 34 de nos statuts, disent que s'il y a des difficultés, eh bien, les 2/3 des fédérations peuvent demander qu'on convoque le congrès. Et comme je suis juriste, je me suis penché sur l'article. C'est là, je vous le dis aujourd'hui, les crises permettent aussi de voir les manquements des tests. Sauf que les tests n'ont pas prévu les cadres institutionnels dans lesquels ces présidents fédéraux peuvent se prononcer en demandant au président de convoquer le congrès. Et c'est ce qui fait que sciemment, Maître Apévo, j'ai été surpris. Et moi, ça dit que ma peur a grandi encore à travers cette interview. Un grand juriste, comme Maître Apévo, va, ça dit que je dis sciemment, il dit que cette réunion-là, normalement, c'est la conférence des présidents fédéraux. Il y a un article aussi qui parle de conférence des présidents fédéraux. Mais ce qui s'est passé à l'hôtel Michel, ce n'est pas la conférence des présidents fédéraux. C'est un cadre que les présidents ont choisi pour se concerter sur la crise afin de demander, selon l'article 34... Est-ce que c'est dans vos statuts, ça se fait comme ça, que les présidents fédéraux choisissent un cadre, sans que ce ne soit la conférence des présidents fédéraux? Mais nous sommes en crise. Et quand vous êtes dans une crise, on cherche des moyens de règlement du conflit exceptionnel. Pourquoi ils auraient pu faire une démarche auprès du président? Mais je vous ai dit, ils ont fait la démarche en écrivant au président. Mais le président... Ils auraient pu aller le rencontrer. Les gens sont allés le voir. Qu'ils reviennent au pays, pourquoi même pas l'inviter à cette réunion de la Mugette? On ne pouvait pas l'inviter parce que ce n'est pas une conférence de présidents fédéraux. Si c'est une conférence des présidents fédéraux... Ils considèrent que c'est une conférence. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est Siyama qui fait ça. Vous savez, nous sommes en politique. Il sait, et heureusement que lui-même il a laissé une brèche, en citant notamment l'article 34, en disant que si c'est ça, lui, c'est là il a évoqué cette affaire d'organisation de congrès, congrès ordinaire. Mais c'est l'article 34 qui dit que si nous sommes en difficulté, puisque nous sommes en difficulté, donc l'article qui prévaut, c'est l'article 34. Vous savez, en droit, quand vous êtes dans la normalité, c'est la règle générale qui prévaut. Mais quand vous êtes en difficulté, c'est les règles spécifiques qui prévalent en ce moment. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Fort heureusement, les statuts, notamment l'article 34, je ne cesserai de le citer, permettent aux présidents fédéraux, les 2/3, ça fait 24 fédérations. Au lieu de 24 fédérations, il y a 33 fédérations sur 36 qui ont demandé au président, humblement, de convoquer le congrès. Maintenant, s'il refuse, jusqu'où nous irons? Indirectement, c'est comme si le président nous donne l'impression de vouloir unilatéralement prolonger la crise que nous traversons. Tout en mettant un embargo sur notre parti. Alors là, on voit, la crise, elle n'est pas prête de finir parce qu'elle a atteint même un summum lors d'une rencontre à Vaughan où le secrétaire national du parti, Jean Kissi, a même été pris à partie par un ou deux militants du CAR. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'étais pas à Vaughan, mais au lendemain, je suis allé voir le secrétaire national, Jean Kissi. Non seulement il est député de la nation, mais il est le secrétaire national de notre parti. Je suis allé la voir pour m'enquérir des vraies informations. Voici ce qu'il m'a dit. Après, j'ai cherché la confirmation de l'information. Il m'a dit, il était à Vaughan. D'ailleurs, la réunion du CAR a été organisée à Vaughan, là où Kissi est le député. Il est le secrétaire national, il n'a pas été informé. Il a fallu qu'un militant l'informe. Et il a hésité, mais il a dit, ben, en tant que député de la localité, il fallait qu'il aille. Et il est arrivé, c'est le docteur Amaglo qui animait la réunion. Et puis,
il m'a dit qu'il y a eu des énormités qui se disaient sur Maître Abéo. Et notamment Mme Kani, qui est l'une des militantes, a interpellé à maintes reprises dans son intervention l'honorable Kishi. Il dit qu'il est témoin, il est témoin. Et à chaque fois qu'elle l'interpellait, la population disait, Amina, si vous le permettez, hein, vous avez député à la Konkonamilo. Notre député doit nous parler. Comme il a interpellé, il doit nous parler. Et il fait un moment, il a envoyé quelqu'un vers le chairman qu'il a envie d'intervenir. Le chairman va consulter le docteur Maglo. Et le chairman revient lui dire que le docteur Maglo dit qu'il ne peut pas parler parce que si jamais il parle, ça va s'exploser. C'est à partir de cet instant-là, il s'est levé pour aller demander à docteur Maglo des explications. Pourquoi il va lui refuser la parole dans sa localité. Donc quand il s'est dirigé vers lui, au moment de discuter avec lui, bon, la foule a commencé à s'entrouver. Les gens voulaient savoir ce qui s'est passé. Il a dit, c'est au cours de cette discussion qu'il a reçu un coup à la nuque. Que, franchement, par là, il n'a pas vu celui qui l'a donné le coup, mais quand il s'est retourné, tout le monde prenait Nyahoho, qui est l'un des militants du cas. Tout le monde disait, Nyahoho ne fait pas, Nyahoho ne fait pas. Et à cause de ça, il présume que c'est Nyahoho qui l'a donné. Aujourd'hui, parce que même dans les développements que vous avez faits... Et c'est dans la foulée, M. Vuglo l'a appelé. Jean, 3 fois. Quand il a soulevé la tête, il lui donna un coup à la mâchoire. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Moi j'ai été offusqué, hein, parce que moi je condamne la violence d'où qu'elle vient. C'est pas à cause de la crise que non seulement des gens sont allés dans la gradation, dans la violence verbale, et maintenant c'est la violence physique. Ce sueur de Nyahoho, aujourd'hui dit qu'ils vont créer leur parti, il a brûlé les emblèmes du parti. Vous avez pris mon téléphone, sinon j'aurais pu vous le montrer. Et lui-même il a posté ça sur les réseaux sociaux pour dire que le cas c'est fini. Ça c'est grave. Vous voyez, c'est grave. Alors là, le président prend celui-là, dans sa délégation, il va de fédération en fédération. Ça veut dire que indirectement le président cautionne ça. Et ce qui s'est passé, moi j'ai demandé à Honorable, parce que ce n'est pas sur le secrétaire national qu'on a porté la main, c'est sur un député de la nation, une autorité de la nation. C'est dangereux. Aussi, ouais. Vous voyez, est-ce que vous estimez, hein, on va finir tout de suite cette première partie, que Dr James Amaglo est en train de jouer aussi un rôle pas très net? Je dirais que Dr Amaglo, sans fausse modestie, c'est eux qui ont envenimé la situation. Parce que si Dr Amaglo était resté dans sa proposition, peut-être qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Alors là, aujourd'hui, il semble qu'on soit loin du bout du tunnel, mais est-ce qu'une sortie de crise est pour bientôt? La seule sortie de crise pour permettre au cas de revenir sur la scène politique comme cela se doit, c'est d'aller au Congrès. Parce que vous savez, on a demandé au président, les présidents fédéraux ont demandé au président d'organiser le Congrès extraordinaire dans un mois, selon les statuts. S'il ne le fait pas, ce que nous risquons, c'est que nous allons tomber dans un vide juridique. Puisque le mandat en cours de Maître Apévo prendra fin le 17 octobre prochain. Or, nos statuts, toujours l'article 34, alinéa 2, disent que l'organisation ordinaire, l'organisation du congrès ordinaire, c'est dans 2 mois. Or, nous sommes en juillet, août, septembre, octobre. Donc, le président doit se saisir. Parce que ce qui se passe au cas, c'est dangereux. Vous savez pourquoi? Vous savez que Ashkroun a lancé un dialogue national. Bien sûr. On nous a adressé l'invitation. Mais comme le président lui-même, d'autorité, a fermé les activités du parti en disant que lui, il est en train de réfléchir avant de convoquer les réunions du comité directeur, eh bien, il a gardé cette invitation-là. Si bien que le cas n'a pas pu envoyer de délégués. Or, en principe, c'est le comité directeur qui doit discuter pour voir est-ce que ce dialogue-là, est-ce que les contours, nous maîtrisons les contours, qui devons-nous envoyer? Voyez-vous? En tout cas, on va revenir. La seule porte de sortie que nous avons aujourd'hui, nous qui sommes les instances dirigeantes, nous avons nullement le droit
d'empêcher les militants, qui sont d'ailleurs les décideurs, qui sont les présidents fédéraux, de se prononcer sur la crise. Donc, et le seul cadre, que ce soit le Congrès. Que le Congrès. Aujourd'hui, parce que nous avons tenté tout, ce qui reste, c'est le Congrès. Donc la seule porte de sortie aujourd'hui, il faut que nous allions au Congrès pour que les militants puissent décider afin que nous retrouvions notre image d'antan. On va continuer cette discussion-là parce que vous savez qu'à la faveur de cette crise, les langues se délient, hein, notamment sur le rôle trouble que Maître Agboibo joue dans le fait que les réformes ne soient pas encore opérées. Hein, on en entend parler. Mais on va en parler dans la seconde partie parce que tout à l'heure, nous allons être rejoints par Bernard Bokodjien, qui est le secrétaire général adjoint de la plateforme citoyenne Justice et Vérité. Merci. Nous avons été donc rejoints par Bernard Bokodjien, le secrétaire général adjoint de la plateforme citoyenne Justice et Vérité. Bernard, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux amis téléspectateurs et téléspectateurs de la LCF et de cette émission. Merci donc d'accepter l'invitation. Vous avez peut-être eu le temps de suivre une partie du débat de l'autre côté de la baie vitrée, mais vous avez également une vue sur la crise sociopolitique de notre pays en général, mais aussi au cas la crise politique qui secoue le comité d'action pour le renouveau. Quelle est votre analyse de cette crise-là? Merci de permettre que je revienne sur ce sujet que vous avez discuté avec mon ami. Ce que moi je voudrais dire, c'est vraiment déplorable que la classe politique, notamment l'opposition, se retrouve à ce stade aujourd'hui. Parce que face aux défis sur les questions politiques du pays et avec l'idée d'arriver à avoir toute la classe politique regroupée pour pouvoir faire avancer le pays, faire progresser le pays, on voit que depuis le début de l'année, ou bien depuis le lendemain de l'élection présidentielle 2015, l'opposition se crée des problèmes elle-même et n'arrive même pas à avancer. Ça fait que en face, on a unir la majorité au pouvoir, qui a un boulevard, et elle gère ça à sa façon. Et l'agenda politique est dans la main du président de la République. Même, je dirais, même l'agenda des réformes, va en revenir, est dans sa main. Et il gère ça comme il veut. Moi, je me dis la faute à la classe politique de l'opposition. Donc, c'est vraiment déplorable que le cas en arrive là. Et ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, et ils vont m'expliquer peut-être, c'est que je me dis pourquoi c'est un problème de succession qui se pose. Et pourquoi c'est la question de Maître Yaovi Agboibo, l'ancien président, qui se pose s'il doit revenir ou pas. Moi je me dis qu'on ne doit même pas être à ce stade-là. Parce que Agboibo a dirigé le cas, on a vu dans ce pays, tout ce qu'il a pu apporter, mais tous les défis aussi qu'il n'a pas pu relever. Et il y a Maître Apevon qui est arrivé. Moi, même s'il fait un mandat et qu'il finit, en tant que société civile, en tant qu'acteur, le regard que moi je porte sur ça, c'est pas Maître Agboibo qui va revenir forcément. Et quand moi j'écoute les discours, et on dit, oui, il a fait beaucoup pour le parti, et il maîtrise bien les rouages de la politique, il a une vision, il peut revenir faire et tout, et c'est lui qui peut encore sortir le cas de cette situation. C'est l'équipe qui peut même faire en sorte que les réformes, qu'on puisse les obtenir rapidement et tout. Quand moi je dis ça, je dis, mais il y a un problème. Il y a un problème. Si on en arrive là, à se dire que c'est lui qui doit revenir d'abord, pour qu'un certain nombre de choses puissent avancer au cadre, et que même sur le plan politique, on connaisse des avancées, moi ça me pose un véritable problème. C'est qu'on va nous dire demain qu'au niveau de CDPA, que Mme Brigitte Adjamabo, quand elle va partir, c'est le faux Minevi qui va revenir encore avant que les choses n'avancent. Pour moi, c'est un retour en arrière. Pour moi, c'est un recul. Je me dis, quand on tient ce discours, alors, qu'est-ce qui empêcherait les gens de dire, ben écoutez, demain, pourquoi vous demandez à M. Foyazibe de partir? Pourquoi vous leur dites que au sein d'UNI, même il n'a qu'à partir, que quelqu'un d'autre d'UNI n'a qu'à venir? Ils vont vous répondre que c'est lui qui... On pense que c'est lui qui est l'homme de la situation. On pense que c'est lui qui peut gérer. On pense que c'est lui qui maîtrise les choses. Et on va me dire que non, il n'y a pas de parallèle à faire. Mais moi, je me dis, au sein du cas, il doit y avoir des gens capables de succéder à Maître Apevon sans qu'il y ait de problème. Et si Maître Agboibo aime vraiment ce parti, s'il veut imprimer une vision, il peut le faire sans être président du cas.
Pour moi, c'est ce que moi je vois. Il peut le faire sans être président. Il suffit de guider. Il suffit de participer aux réunions. Les présidents d'honneur. Il suffit de donner son avis. Ça peut être pris en compte ou pas. Mais les gens arrivent même à dire que financièrement, il contribue à ce que le parti puisse être solide. Mais s'il aime ce parti, il peut contribuer financièrement sans être président du parti. Donc moi, je pense que ce problème, ça affaiblit non seulement le cas, mais ça affaiblit aussi l'opposition aujourd'hui. Donc, ils doivent vraiment trouver une solution. Et c'est déplorable que ça tombe dans le public, tout le monde en parle. Et aujourd'hui, au lieu de chercher à faire face aux problèmes que nous avons et à contraindre aujourd'hui unir le gouvernement à aller vers les questions essentielles, on passe le temps à discuter sur la crise au cas. Donc il faut qu'ils trouvent une solution rapide à ça. Moi je me dis, mon avis, mon analyse de la chose, c'est qu'il ne faut pas que Maître Agboibo cherche à revenir à la présidence du cas. Même si on dit que c'est les gens qui nous demandent de venir. C'est ce discours que les présidents nous servent. Que le peuple leur demande de continuer. Que c'est le peuple qui leur demande de continuer. Qu'eux-mêmes ne veulent plus se présenter, mais c'est le peuple qui leur demande de se présenter. Donc, ils font la volonté du peuple. Moi, c'est grave pour moi. Quand j'entends ça, je compare ça directement à ça. C'est comme, on vous dit, ben écoute, moi je voudrais bien partir, mais je veux être sûr que celui qui va venir me remplacer dirige bien comme moi. Donc, en attendant, comme je n'ai pas encore trouvé, donc je continue par le faire. Non. Il faut laisser la place aux jeunes. Il faut laisser la place à d'autres personnes. Ils vont venir, ils vont commettre 2 ou 3 erreurs, mais ils sont en politique. Ils vont comprendre, ils vont avoir de l'expérience. Ils vont aussi lancer les partis. Donc il ne faut pas qu'on se dise qu'on a besoin forcément de l'expérience et les anciens qui doivent revenir. Pour moi, c'est un recul si on en arrive là. Que dois vous dire, réaction? Oui. J'apprécie bien ces analyses, hein, mais il faut rectifier tout de suite quelque chose. Voyez-vous, nous parlons de l'alternance au Togo. Et quand il compare ce qui se passe au CAR avec ce qui se passe sur le plan national, je suis désolé. Parce que, au moins au CAR, nous avons eu le mérite de limiter le mandat. Et ce qui se passe aujourd'hui, il a touché, il a dit la succession. C'est un problème d'alternance. Ce n'est pas un problème d'Agboibo. Agboibo peut animer l'intention de revenir. Pourquoi ça va devenir un problème? Parce que les tests le lui permettent. Parce qu'il est déjà parti, il ne peut plus revenir. Et il a parlé de la CDPA. Si les tests de la CDPA permettent à Ninavi de revenir, si un jour il trouve qu'il peut revenir, il va revenir. Que le coup est parti, il est revenu. Vladimir Poutine, il est parti, il est revenu. Sarkozy, il a quitté le MP, il est devenu président de la République, il est parti. Aujourd'hui, il est revenu, c'est lui qui dirige le MP. C'est le sens de l'alternance. Maintenant, si on veut comparer ce qui se passe au CAR, c'est plutôt, l'analyse doit être comme ceci. Pourquoi notre président ne veut pas se soumettre à nos tests? C'est le refus de passer la main qui crée le problème. Ce n'est pas le bon vouloir d'Agboibo de reprendre la tête du parti qui crée le problème, non. Mais vous avez aujourd'hui, la crise est née du fait que quelqu'un a dit à une de vos réunions que face à la crise actuelle, c'est Agboibo qui peut être la solution. C'est son avis. C'est pourquoi aujourd'hui, le débat sur la crise au CAR ne doit plus être situé comme si c'est un problème entre Agboibo et Apevon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les candidatures ne sont pas... La liste de la candidature n'est pas encore ouverte. Pourquoi on commence à critiquer quelqu'un? Moi qui suis ici, je peux être candidat. Donc, pour résoudre la crise, comme il vient de le dire, il faut aller au Congrès. Mais dire que Agboibo veut revenir et comparer ça avec ce qui se passe, ou bien avec ce que les gens de l'UNI font avec nous, c'est une analyse tendancieuse. Parce que nous avons limité le mandat. Oui, mais là, dans l'analyse que Bernard a faite, il a été clair sur un point. Dire aujourd'hui, par exemple, que Agboibo, qu'on envisage encore une seule seconde qu'il revienne. Est-ce que pour vous, on ne peut pas passer à autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas, je vous ai déjà posé la question, d'autres personnes, sans forcément se dire que Agboibo, face à la situation actuelle, c'est lui qui est la solution? C'est pour cela que nous devons aller au Congrès, pour que les gens se prononcent. Voyez-vous, pour que les gens se prononcent, pour que ça ne se situe pas comme si c'est un problème entre Agboibo et Apevon. Parce que moi aussi, je peux vouloir diriger le cas. Et ce n'est qu'au Congrès que je peux déposer ma candidature.
Voyez-vous, et il appartiendra aux militants de voir si Aoudi a les carrures pour diriger le parti. Maintenant, si les militants, si jamais Agbegbo dépose sa candidature, et les militants trouvent en lui celui-là qui peut diriger le parti, eh bien, où est le problème? Parce que c'est les tests du cas qui le permettent. Mais vouloir comparer ça avec ce qui se passe sur le plan national, moi je trouve que c'est une analyse transnationale. Parce que, moi je dis, je combattrai partout où il y a un système de maintien au pouvoir. D'accord, Bernard. Non, moi je comprends mon cher ami Aoudi quand il parle, il est militant du CAR, et peut-être qu'il a des données que nous n'avons pas, que moi je n'ai pas, il a des informations que moi je n'ai pas, mais moi mon regard de quelqu'un d'externe sur ce problème, je pense qu'il est préférable que Maître Agbegbo, ancien président du CAR, qui est président d'honneur aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, il faudrait qu'il exprime clairement que ces histoires de président ou bien de ne pas être président du CAR disent ce qu'il pense vraiment. C'est que ça participerait à résoudre le problème. Il a dit que c'est au Congrès, les gens peuvent se prononcer, que tout le monde peut se prononcer. Mais ce qui se dit aujourd'hui, je suis désolé de le dire comme ça, mon frère, c'est un problème entre Agbegbo et Apevon. Non. Oui, mais écoute, moi, le problème de succession, le problème de Congrès ou pas, c'est pas ce que moi je vois. C'est ça la réalité. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est est-ce que Agbegbo remplace Apevon ou pas? Quand on fait l'analyse, c'est ce qui se pose comme problème aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Mais on peut aller au Congrès. D'autres personnes peuvent poser des candidatures. Mais est-ce que Maître Agbegbo aussi va poser des candidatures? Est-ce que Maître Agbegbo aujourd'hui lui-même ambitionne encore de devenir président du CAR? C'est là où moi je dis, même en y pensant, ça pose un problème. Quel problème? Moi je me dis, avec ce que nous avons aujourd'hui dans le paysage politique togolais, quand tout le monde crie au renouvellement de la classe politique, quand tout le monde crie à ce qu'il y ait de nouveaux souffles pour que la politique togolaise puisse être refaite autrement, quand tout le monde crie, il faut aller à de nouvelles perspectives. Moi je ne pense pas que c'est les anciens, entre guillemets, qu'il faut faire revenir d'abord avant de faire avancer les choses. Moi, cette manière de voir les choses, pour moi, elle est, je sais pas, elle est réductrice. Et pour moi, c'est ce que j'avais dit, c'est un recul. Parce que c'est comme ça. C'est recul. Par rapport à quoi c'est recul? Laissez-moi finir. C'est comme moi, j'ai dit, mais vous n'avez pas d'autres, on n'a pas d'autres personnes au cas? Est-ce qu'il n'y a pas... répondu ça. Mon frère, les tests sont là. Vous parlez des tests, vous parlez des respects des tests et tout. Mais à côté des tests aussi, il y a les réalités, mon frère. À côté des tests, il y a les réalités. Et la réalité aujourd'hui, ce n'est pas parce que les tests permettent à un ancien de revenir qu'il faut forcément faire revenir quelqu'un. Non, moi je pense que si les gens du CAR veulent résoudre ce problème, ils vont le résoudre. C'est juste à savoir si M. Agbegbo revient ou pas. Pour moi, c'est là où se trouve le nœud. C'est comme, et je le compare sur le plan national, je dois le comparer. Parce que vous aspirez à diriger ce pays demain. Donc nous, on doit être sûr que quand vous arrivez sur le plan national, quand vous allez avoir les ressources du pays entre les mains, nous voulons être sûrs que vous allez bien les gérer. Et si au sein de votre parti politique, vous n'arrivez pas à trouver des solutions à ce problème, ben moi, on ne va pas vous confier la gestion du pays comme ça. Mais c'est ça que vous ne voyez pas aussi. C'est ça que... Le truc, c'est quoi? C'est que tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils aspirent à diriger un jour. Mais nous, on voit comment est-ce que vous gérez aussi votre parti d'abord. Mais si vous n'arrivez pas à trouver de solution à ce problème, de solution de congrès ou bien de succession, et qu'aujourd'hui ça devient une question nationale, tout le monde, ceux qui passent dans les quartiers, ne parlent que de problèmes au CAR entre Agbegbo et Apevon. Comment est-ce que vous voulez gérer notre pays à nous? C'est ça aussi. Vous ne voyez pas l'ampleur, vous ne voyez pas que le problème que ça pose. Je pense que cette crise au CAR va avoir vraiment... c'est une tâche d'huile. Ça va être difficile de pouvoir laver ça. Parce que c'est arrivé à un niveau où vous-même, vous ne voyez plus l'ampleur. Et c'est pourquoi vous le réduisez seulement à un truc de congrès et qu'on doit organiser pour que l'Apevon parte. Moi, je dis que l'Apevon parte ou bien l'Apevon ne part pas. Moi, ce n'est pas mon problème. En tant que citoyen, moi, ça ne me pose pas de problème. Que le CAR organise le congrès, c'est votre test. Mais là où, moi, ça me dérange, et moi, je pense qu'on ne doit pas en arriver là. C'est qu'on ressorte mettre Agbegbo aujourd'hui pour dire que c'est lui qui est la solution au CAR et c'est lui qui est la solution au problème politique du Togo. Moi, je ne partage pas cet avis. Je pense qu'il y a des jeunes
il y a d'autres acteurs au sein du CAR qui peuvent faire ce travail-là efficacement. Il suffit de leur donner les moyens. Il suffit de leur laisser le temps pour pouvoir acquérir aussi de l'expérience. Maître Agbogbo, il avait commencé un jour. Au fil des années, il a eu cette expérience-là. Donc, donner la chance aux autres de pouvoir commencer. Le problème au Togo, c'est que tous les partis politiques, on a l'impression que c'est quelqu'un qui l'a créé, donc le parti l'appartient. Non, un parti politique ne fonctionne pas comme ça. Le cas, ce n'est pas pour Maître Agbogbo. De la même manière que UNI ne doit pas être pour Fonya Singbo ou bien l'ANC ne doit pas être pour Jean-Pierre Fabre. C'est comme ça, c'est un parti politique. À partir de ce moment-là, ça appartient à tout le monde. On ne doit pas réduire tout à une seule personne. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites aujourd'hui au CAR. Peut-être que je le dis encore, je ne suis pas dedans, peut-être que je ne vois pas de là, je ne vous comprends pas, mais moi, l'analyse que moi je fais, c'est que vous réduisez les choses autour de la personne de Maître Agbogbo parce qu'il est un fondateur. Non, moi je pense que vous devez dépasser ça. On veut arriver à un niveau de démocratie où quand on parle de parti politique, on ne parle pas d'une seule personne, mais qu'on parle des personnes, qu'on parle des individus, des hommes et des femmes qui partagent une vision, une certaine démarche pour la gestion du pays. C'est là où on doit arriver. Mais malheureusement, on n'a pas encore ça. Et si en 2016, on parle encore de président fondateur qui doit revenir parce que quelqu'un n'organise pas vite les congrès, moi je pense que vous ne voulez pas avancer avec votre parti. C'est mon analyse de la chose. On va aller rapidement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez un acharnement contre Maître Agbogbo. Pourquoi je vais avoir... Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais parlé. Mais pourquoi est-ce que moi je vais avoir... Laissez-moi faire mon analyse. Moi je ne peux pas avoir un acharnement contre Maître Agbogbo de la même manière que je le... Maître Agbogbo, je ne le connais pas, je ne parle pas avec lui. Ce n'est pas... Quand vous dites, ne réduisez pas les choses comme ça. Écoutez les autres aussi. Et tirez des choses dedans. Mais quand on dit, c'est la réponse que vous donnez, ça donne l'impression que vous me donnez l'impression. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites. C'est votre impression. Voilà. C'est maintenant que vous donnez. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous dites qu'on ramène les anciens, jusqu'alors, les candidatures ne sont pas ouvertes. Et quand je dis qu'il faut aller au Congrès, moi je pense humblement que c'est le Congrès qui peut nous aider à résoudre cette crise définitivement. Parce que la façon dont vous présentez la chose, si tel est le cas, moi je serais très offusqué. Puisque ce n'est pas une question interpersonnelle. La crise que nous traversons, c'est une crise institutionnelle. Je l'ai dit tantôt dans la première partie de l'émission. Puisque moi qui suis ici, vous m'amenez peut-être à dévoiler mes intentions. Si je te pose ma candidature et qu'il y a 13 fédérations selon nos statuts, pour ma candidature, eh bien, je vais maintenir ma candidature au Congrès. Comme vous venez de le dire, pour permettre aux jeunes de poser leur candidature, ce n'est qu'au Congrès. Voyez-vous? Donc, vous dites qu'on veut organiser le Congrès pour faire partie à Pévon. Non, on ne veut pas faire partie à Pévon. C'est pas qu'on veut le faire partie. C'est comme si, le dire ici, c'est comme si tel n'est pas le cas dans nos statuts. Nos statuts, c'est 2 mandats renouvelables. Et vous, quand vous parlez, je vois que vous vous attachez tellement à l'alternance. Vous ne le dites pas, vous vous attachez tellement à l'alternance. Et si, au jour d'aujourd'hui, Maître Agbogbo refuse de passer le témoin, mais ça voudrait dire que nous voulons faire comme ceux qui sont à l'UNI. Vous avez dit tantôt que c'est à travers la façon dont nous gérons nos partis qu'on peut nous confier la destinée de notre pays. Alors, si on vous donne un petit parti, qui est le cas, et vous avez fini 2 mandats, vous ne voulez pas partir, si demain vous êtes au sommet du pays, qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, jusque-là, Agbogbo n'a pas encore dit qu'il ne veut pas partir. C'est ce qui se passe. Maître Agbogbo nous dit qu'il est toujours dans un premier mandat. Parce que n'ayant pas organisé le congrès en 2012. Voyez-vous? Pour lui, Maître Agbogbo dit que le mandat c'est entre 2 congrès. Je lui ai dit, président, vous êtes juriste. Si la règle était que le mandat, le nom de mandat c'est entre 2 congrès, c'est dangereux juridiquement. Ça voudrait dire, si moi j'arrive à la tête du parti, je peux faire 10 ans. Je vais dire, je suis toujours dans mon premier mandat. Je peux faire 100 ans, je vais dire, je suis toujours dans mon premier mandat. Le mandat, c'est 4 ans renouvelables, une seule fois de suite. Si vous n'avez pas organisé le congrès, il dit qu'il est toujours dans son premier mandat. Après avoir fait 8 ans. Ça devient une crise à la Nkurunziza. Voilà. Alors, on va revenir sur un aspect qu'on ne dit pas assez, parce que cette crise permet quand même à ce que les langues se délinent
et on apprend le rôle trouble que joue Agbo Ibor dans l'absence des réformes. Les journaux en ont parlé, comme Agbo Ibor. Il y a même eu Nicolas Lawson qui en a parlé sur une radio il y a quelques jours. Comment vous ressentez ces informations qu'on nous dise aujourd'hui que c'est Maître Agbo Ibor qui fait tout pour que les réformes ne s'opèrent pas parce qu'elles profiteraient à un camp? Moi, je pense que c'est des informations, comme vous le dites, qui circulent. Est-ce qu'elles sont avérées ou pas? Moi, je n'en sais rien. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas les réformes. Ces réformes-là, on les réclame depuis des années. Quel rôle Maître Agbo Ibor a joué dedans ou bien continue de jouer dedans? Moi, je ne saurais le dire. Mais le constat aujourd'hui, c'est que est-ce que la crise au CAR permet aujourd'hui d'arriver quand même à obtenir ces réformes-là? Moi, je pense personnellement que la crise au CAR est un frein aussi. C'est cette analyse que moi je peux faire de la chose. Si le CAR n'avait pas cette crise, ça voudrait dire qu'on aurait encore un parti fort qui va s'ajouter à ce combat-là et qu'on peut avancer. Maintenant, ils passent le temps à régler leurs problèmes d'abord et laisser le boulevard unir. Maintenant, est-ce que Maître Agbo Ibor a joué un rôle spécifique? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en 2007, quand Maître Agbo Ibor était Premier ministre, il pouvait aussi faire avancer les choses. Il ne l'a pas fait. Il pouvait faire avancer les choses en ce moment-là en tant que Premier ministre. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc aujourd'hui, malheureusement pour nous tous, on a le Premier ministre qui est de la majorité au pouvoir. Et avec le président, c'est ensemble qu'ils gèrent. Or, avec le Maître Agbo Ibor, la primature, en ce moment-là, surtout au lendemain de l'APG, où il y avait encore la tension, où le gouvernement, la majorité au pouvoir, avait besoin de stabilité et tout, on pouvait profiter pour obtenir un certain nombre de choses. On ne l'a pas fait à l'époque. Là, on peut lui poser la question, pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas avancé véritablement sur cette question-là, la mise en œuvre de l'APG en ce moment-là? On pouvait lui poser la question et là, bon, il est encore vivant, il peut répondre. Est-ce que vous voyez? Donc, les déclarations dans les médias et tout, je me dis, il faut les prendre, il faut les analyser, les mettre dans leur contexte. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que cette question de réforme, il faut avancer véritablement maintenant. Et chaque acteur doit jouer un rôle pour que ça avance. Parce qu'on en a besoin. Si on n'a pas les réformes, les élections locales se pointent bientôt, les élections législatives vont arriver bientôt, et les élections présidentielles en 2020. On ne peut plus être dans cette condition-là pour aller à ces élections-là. C'est là où tout le monde doit jouer sa partition. Alors, quand on dit que vous apprenez que le champion du CAR, Agbo Ibor, a bloqué les réformes, parce que Nicolas Lawson l'a dit sans langue de bois, on lui connaît cette façon de parler-là, et qu'en 2007, il était quand même aux affaires, il a été Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, il avait toute l'attitude de faire les réformes, il ne l'a pas fait. Alors, comment vous ressentez ça? Merci beaucoup. J'ai apprécié l'analyse de mon cher ami tout à l'heure. Vous avez dit la révélation. Attention, nous sommes en français. Ce qu'on appelle la révélation, c'est ce qui existe. Ce sont des déclarations que des gens font, sans en avoir apporté la preuve. Parce que quand vous alléguez un fait, il faut apporter la preuve. Donc, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais il a dit quelque chose qui est très important. Parce que moi, je trouve qu'il est temps maintenant que chacun joue sa partition. Et c'est pour cela que nous devons dire la vérité à l'opinion nationale. En 2007, Maître Agbo Ibor a été Premier ministre dans un gouvernement dit d'Union nationale. Je dis d'Union nationale. C'est-à-dire que la façon dont le gouvernement devait être un gouvernement d'Union nationale, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Et c'est pour cela que je dis qu'il faut suivre l'événement politique de notre pays. En 2006, nous avons signé l'accord politique global à Ouaga. Et dans cet accord-là, j'ignore un peu le point, tous les signataires ont dit qu'il faut que nous travaillons dans un gouvernement d'union nationale pour mettre en application les clauses de cet accord-là. Mais qui sont ceux qui ont trahi? Vous pensez à l'UFC? C'est l'UFC. L'UFC qui était le grand parti de l'opposition en ce moment, pour les besoins électoralistes, avait refusé de participer à ce gouvernement d'union nationale. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est un gouvernement dit d'union nationale. Alors, Maître Agbo Ibor, Premier ministre, avec l'UNI RPT en face, et vous savez comment le conseil des ministres, le conseil ministériel se passe,
quand vous allez, c'est le président de la République qui dirige. Et ils ont mis en minorité Ninevi et Maître Abouibo au gouvernement. Maître Abouibo était au gouvernement avec 4 ministres, Ninevi, je crois, avec 2, alors que c'était, j'oublie un peu le nombre des ministres en ce moment. L'UNI avait la majorité. Et pour prendre les décisions, il fallait prendre les décisions par vote. Donc l'UNI ne voulait pas qu'on fasse la réforme. C'était la grande difficulté que Maître Abouibo avait rencontrée. Je n'ai pas la prétention d'être son avocat, mais pour avoir été à ses côtés, pour avoir été l'un des militants incontournables au cas, et pour avoir bien lu l'accord politique global, eh bien, étant donné que l'UFC, qui était le grand lot de l'opposition, n'était pas dans ce gouvernement-là, ça n'a pas permis à Maître Abouibo d'avoir la force de mettre en application les causes de cet accord. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, aller dire que Maître Abouibo a bloqué la réalisation des réformes, ce n'est pas encourageant. Parce que c'est Maître Abouibo qui ne dormait pas, qui allait voir les gens de l'UNI pour négocier, afin que nous ayons au moins les points que nous avons dans l'accord politique global. Comment est-ce que vous allez lutter pour quelque chose et maintenant vous allez encore le bloquer? Si Maître Abouibo voulait bloquer les réformes, pourquoi a-t-il fait la proposition selon laquelle si nous opérons les réformes au cours du mandat en cours en 2015, eh bien, on allait compter ce mandat-là à fort comme Premier ministre, comme premier mandat. Mais nous avons vu nos camarades de l'opposition qui ont commencé à dire que non, Maître Abouibo a donné un mandat à fort. Vous voulez donner un mandat à fort. Que nous allons l'empêcher. C'est ça aussi notre difficulté au Togo. Les gens font des déclarations qui n'arrivent pas à assumer. Nous allons empêcher le fort d'être candidat. Au nom de quelle légalité? Au nom de quelle règle légale? Puisque la Constitution, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Constitution qui est en vigueur au Togo, c'est la non-limitation de mandat. Donc personne ne peut pas, si nous finissons ce mandat, le mandat en cours du président de la République, eh bien, la Constitution lui donne encore le droit d'être candidat. Qui va lui refuser? Si on avait accepté la proposition de Maître Abouibo, aujourd'hui, Ford serait en train de faire son dernier mandat. Voyez-vous? Donc dire que Maître Abouibo a joué trouble pour bloquer la limitation, pour bloquer les réformes constitutionnelles et institutionnelles, d'ailleurs, ça a été un chouchou pour lui. Il vaut mieux plutôt voir ce qu'il a pu faire dans ce cadre. C'est vrai, il a été Premier ministre, mais il n'a pas eu le soutien qu'il devait avoir au sein de ce gouvernement-là que nous disons d'Union nationale, parce que pour moi, ce n'est pas en réalité, si nous suivons la politique, ce n'est pas un gouvernement d'Union nationale. Parce qu'un gouvernement d'Union nationale, ça voudrait dire que chaque acteur politique, surtout les grands, doit se retrouver au sein de ce gouvernement-là pour avancer, pour faire avancer le pays. C'était l'une des occasions prometteuses que nous avons ratées. Mais quand j'écoute mon ami Aoudi, moi j'ai peur. Parce que dans votre développement, vous dites essentiellement que si on n'a pas réussi à avoir les réformes, c'est parce que fondamentalement, il y avait un certain nombre d'acteurs qui ne participaient pas au gouvernement. Donc ça a fait que les votes au Conseil des ministres, on avait majorité unie. Donc la décision ne passait pas. Mais si on prend ça, donc est-ce qu'aujourd'hui, avec cette analyse-là, est-ce qu'on peut avoir les réformes aujourd'hui? Bien évidemment. Nous pouvons avoir, le gouvernement est constitué comment? Voilà, nous pouvons avoir les réformes. Surtout qu'au Parlement aujourd'hui, nous avons des députés. Et c'est pour cela que moi je tire l'attention de chaque Togolais et chaque Togolaise sur ce qui se passe. Souvent nous laissons notre destin dans la main des responsables des partis politiques, croyant que c'est eux qui peuvent faire l'affaire. C'est vous les opposants, c'est vous les opposants. C'est qui opposant au Togo? Je voudrais profiter de ce plateau pour dire que opposant, c'est celui-là qui n'est pas d'accord, même s'il a Tchalambade, il a Kabou, il a Nyamtougou, qui n'est pas d'accord avec la façon dont on gère le pays. C'est ça l'opposant. Mais si les autres pays à côté ont réussi, c'est que chaque citoyen voulait voir ce qui se passe. Est-ce que vous faites bien? Mais il y a des gens qui profitent qui s'appuient sur l'ignorance du peuple pour prendre en otage la politique togolaise.
au jour d'aujourd'hui, pour répondre clairement à votre question, il faut que le peuple se décide. Et fort heureusement, le président de la République a eu à dire cela. Et les évêques nous ont dévancé en disant que le premier rôle en politique, c'est que le peuple soit éveillé sur tout ce que nous, à qui on a confié, nous sommes des commissaires, pas l'enfant, c'est un commissaire. On lui a commis, on a confié le rôle de gérer le pays. Donc le peuple doit être vigilant là-dessus. Donc au jour d'aujourd'hui, fort heureusement, a dit, et l'ANC a introduit une proposition de loi. Il va falloir que nous veillions à cela. Mais introduire une proposition de loi au Parlement ne suffit pas. Hein. Quand vous introduisez une proposition de loi au Parlement, il faut ce que nous appelons en sciences politiques le parlementarisme de couloir. Vous ne pouvez pas faire une proposition de loi sans que vous n'en discutiez. D'accord, là c'est intéressant, c'est sur cet aspect que nous allons revenir, la proposition de loi déposée par les députés de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral et ceux de l'Alliance nationale pour le changement, Bernard Bokodien. Cela a été déposé presque 2 ans jour pour jour. Après le rejet d'une première proposition, c'était le 30 juin 2014, celui-ci a été déposé le 29 juin 2016. Est-ce qu'il y a une infime chance que cela aboutisse? Oui, merci beaucoup Samuel. Quelques secondes pour revenir sur ce que je disais tantôt dans l'analyse de mon ami. C'est qu'il a pris le 2007 par rapport au gouvernement. Nous parlons de gouvernement d'union nationale. Par rapport à ce gouvernement-là où l'UFC n'avait pas participé. Tout le monde a crié, ce n'était pas bien et tout. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui dédouane Maître Agbouibo dans le fait qu'il pouvait faire avancer les questions des réformes. Parce que si aujourd'hui, lui, on a un gouvernement aujourd'hui avec un Premier ministre qui est de la majorité au pouvoir, avec un gouvernement où on n'a pas l'ANC dedans, et on n'a pas aujourd'hui c'est un gouvernement pratiquement uni qu'on a, et tout, et oui, avec l'Assemblée nationale qui a encore majorité unie. Mais il dit que oui, on est confiant qu'on peut avoir les réformes. Je me dis que si on prend cette configuration en 2007 aussi, on pouvait forcer pour avoir les réformes. Pour moi je pense que quelque part, il faut pousser les bouchons loin. Il faut faire ce qu'on doit faire d'abord. C'est ce que moi je regarde, c'est ce que l'analyse que je fais de l'acteur externe de la chose. Donc je me dis, en 2007, on pouvait avoir les réformes. On pouvait. Mais on n'a pas pu obtenir. Donc aujourd'hui, chacun peut se prononcer sur qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui a été fait. Parce que si on ne pose pas les problèmes, et comme il le dit, il faut seulement voir les bonnes choses que les acteurs ont fait, on ne va pas avancer. Il faut tirer les leçons de ceux qui n'ont pas avancé aussi. Justement. Et ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui a été Premier ministre et ça n'a pas avancé. Voilà. Mais ça, je voudrais juste revenir sur ça. Mais je vais ajouter, comme nous allons quitter le sujet, s'il vous plaît, vous allez aborder un autre sujet. Non, je vais ajouter juste une phrase. Vous savez, il faut placer les choses dans leur contexte. Nous parlons de gouvernement d'union nationale. Avant de former ce gouvernement d'union nationale, les Togolais ont eu la chance de se retrouver à Ouaga. Et ils ont dit que nous allons former un gouvernement d'union nationale pour qu'ensemble, de façon symbiose, nous mettons en pratique les causes de cet accord. Il s'est fait que l'un s'est mis en retrait. Les autres auront des difficultés. C'est une erreur aussi qu'il faut noter. Et puis deux, la mission que Maître Agbouibo avait, la feuille de route qu'on lui avait donnée, ce n'était pas la mise en pratique des réformes. C'était d'organiser les élections sans qu'il y ait de bourdin, sans que les Togolais trouvent d'asile dans les pays d'à côté. Et je crois qu'au moins cette mission, il a réussi. C'était d'organiser les élections sans que nous ayons effusion de sang, pour que nous puissions reprendre la coopération Union européenne. Au moins, il a réussi cela. C'était la feuille de route qu'on a remis à Maître Agbouibo. Il a réussi ça. La mission préalable n'était pas d'opérer les réformes.
En tout cas, c'est intéressant de l'apprendre aujourd'hui que ce n'était pas sa mission. Non, moi je pense qu'il faut tirer des leçons de ce qui n'a pas marché, ce qu'on n'a pas pu réussir et tout. Et moi je pense que cette période-là, il y a quelque chose qui n'a pas marché, il faudrait quand même voir ce que c'est et pour pouvoir avancer. Et maintenant, par rapport à ça, moi je me dis, c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, l'ANC et l'ADI introduisent ce projet de loi. Vous avez dit, ça fait 2 ans. Et moi, je me dis toujours que les acteurs politiques ont leur calcul. Et que moi, des fois, j'ai du mal à le comprendre et à me l'expliquer. Parce que je me dis, pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est ce qu'on leur demandait de faire depuis. Et nous, à la société civile, on leur a dit, ben, pourquoi vous ne réintroduisez pas un projet de loi, même si on avait rejeté le premier. Il faut introduire avec un argumentaire et, comme il a dit tout à l'heure, faire la diplomatie de couloir. Parce que nous sommes dans une situation où il fallait faire des concessions pour que les choses avancent. Donc, tant que vous n'avez pas une proposition, quelle concession vous voulez faire? Mais on leur dit ça, mais ça n'a pas, on ne nous a pas compris. À l'époque, on a critiqué la société civile se mêle de la politique. La société civile, aujourd'hui, heureusement, il y a cet acte-là qui est posé. Donc, vous voulez savoir s'il y a des chances? Il y a toujours des chances. Il faut toujours essayer. Parce que quand vous prenez la configuration de l'Assemblée, elle n'a pas changé. La configuration n'a pas changé, mais c'est les discussions de couloir qui peuvent faire changer les choses. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'opposition a donné pour que les réformes puissent être obtenues aussi? Parce qu'il faut voir ça. Il y a aujourd'hui UNIR qui est sur une position. Il y a l'opposition aussi qui est sur une position. Mais à un moment donné, il va falloir aller de l'avant. À la veille de la présidentielle de 2015, on avait ce projet-là où on a dit, ben écoutez, il faut limiter le mandat pour que Fonia Sigbe se présente et après, il fait un mandat et après, les gens n'ont pas voulu. On a dit non, on limite le mandat et Fonia Sigbe ne se présente pas. Et aujourd'hui, malheureusement pour nous, on n'a pas limité le mandat, on n'a pas fait les réformes, il s'est présenté, il a gagné les élections, il est président encore aujourd'hui. Maintenant, on réintroduit ce même projet. Donc aujourd'hui, l'opposition doit savoir ce qui était le blocage avant. Et de savoir quelle discussion il faut faire avec le pouvoir en face, avec les députés unir, pour leur expliquer le bien fondé de ça. Tout le monde aujourd'hui dit qu'il faut avoir les réformes. Quand vous prenez les deux acteurs, ils disent on a besoin des réformes. Mais ils ne votent pas la proposition de loi. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a des intérêts qui sont en jeu, mais chacun ne veut pas faire un pas, chacun ne veut pas concéder quelque chose. Moi, je pense qu'il doit forcément avoir un compromis. Et c'est sur ça que l'opposition doit jouer aujourd'hui. Et UNIR aussi doit avancer, parce que quand on parle de ces réformes, on a l'impression à un moment donné que UNIR veut les réformes, mais c'est l'opposition qui ne veut pas. On dit que Ford doit se représenter, ou bien Ford ne doit pas, on ne doit pas encore donner de temps à Ford et tout. C'est pourquoi ça bloque. Mais on doit comprendre aujourd'hui que UNIR aussi ne veut pas qu'il y ait 2 tours à l'élection présidentielle. Même limiter le mandat chez eux aussi, c'est un problème. Parce que sinon, ils ne vont pas déclarer la caducité de l'APG. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, on doit comprendre aussi que UNIR doit faire un effort pour pouvoir avancer sur cette question-là. Fonia Sigbe ne s'est jamais prononcé sur la question de réforme jusqu'à ce qu'il fasse sa déclaration en Allemagne. Et quand il fait des déclarations, c'est pour dire que les universitaires, les acteurs doivent réfléchir. Ces universités, ils ont déjà réfléchi. Les universités ont déjà réfléchi sur les questions de réforme. Quand vous prenez le rapport de la CVJR, le rapport a été écrit avec le concours des universitaires de ce pays, avec des grandes personnalités qui ont fait des propositions par rapport pour la CVJR. Et ils ont écrit que le mandat doit être limité, qu'on doit avoir une élection présidentielle ou bien des élections à 2 tours. La PG avait déjà signalé un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin que des universitaires réfléchissent. Nous, la société civile, on s'est déjà prononcé sur la question. Il faut limiter le mandat. Donc aujourd'hui, le président de la République doit juste dire là où il veut aller avec les réformes. Quand vous prenez le cas du Bénin, Patrice Talon est arrivé, il a dit on va faire les réformes. En à peine 3 mois. Il a dit il va faire les réformes. Il a dit commission, les réformes, voici ce qu'il faut. Il a donné ses idées. Maintenant, prenez, allez travailler. Vous avez 2 mois.
2 mois après, la commission est venue avec un document, avec des propositions par rapport à ce que le président souhaitait. Et aujourd'hui, le document est là, c'est fini. Ils vont peut-être aller à un référendum et cette affaire-là est classée. Nous, depuis 2007, on tourne en bourrique, on tourne en rond et après, on ne fait rien. Et donc, c'est pourquoi je me dis, il faudrait aujourd'hui que les deux parties sachent que les citoyens togolais sont fatigués de ces questions. À chaque fois où on a l'impression que ça va aboutir et après on retourne en arrière, on reprend à zéro, il va falloir faire des concessions. Les réformes, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Pour moi, aujourd'hui, les réformes, si c'est la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, et la mise en œuvre de ces recommandations bénéficie à tout le pays, à tous les citoyens. Il faut préparer l'avenir. Il faut que notre pays puisse décoller. Aujourd'hui, vous voyez qu'on fait des efforts sur le plan économique. On fait des efforts sur le plan infrastructure routière pour que le pays puisse avancer, pour que le pays puisse décoller. Mais ces choses ne peuvent pas véritablement aboutir si on n'a pas de gros investisseurs étrangers qui arrivent. Et vous n'avez pas de gros investisseurs si le pays n'est pas stable. Aujourd'hui, on n'a pas une certaine stabilité. Parce que les gens ne sont pas sûrs que la justice togolaise fonctionne normalement. Quand j'amène mes milliards au Togo et quand j'ai un problème avec quelqu'un, est-ce que la justice togolaise peut rendre justice équitablement? Ça fait partie des réformes. Mais on a l'impression que on se dit non, les réformes, quand on parle des réformes au niveau du UNIR, c'est juste que l'opposition veut que Faure Gnassingbé parte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les réformes pour nous, ce n'est pas ça. Les réformes, c'est prendre en compte ce qu'on a dit dans l'accord politique global, en plus ce que la CVJR a réitéré, et les mettre en œuvre, et c'est fini. Ce n'est pas pour Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas pour Faure Gnassingbé, ce n'est pas pour l'ANC, ce n'est pas pour UNIR. Donc aujourd'hui, ceux qui ont introduit cette proposition de loi, notamment l'ANC et UNIR, ils doivent travailler avec les autres partis parlementaires, discuter, expliquer, et pour pouvoir faire en sorte que cette proposition-là puisse être adoptée. Parce qu'il ne faudrait pas que ce document-là encore soit rejeté par les parlementaires. Alors, en tout cas, les Togolais aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. Quand on dit, vous avez parlé de la diplomatie de couloir là. Aujourd'hui, parce qu'on a vu en 2014, cette diplomatie de couloir n'avait pas eu lieu. Le maître Agboibo avait fait une proposition qui a été décriée. UNIR a demandé que le compteur revienne à zéro. Ça a été décrié. Qu'est-ce que l'opposition peut encore offrir aujourd'hui? Vous voyez que, avant d'avancer, il faut tenir compte du passé aussi. Et c'est pour cela que de façon brève, je vais rappeler quelque chose. Vous voyez, et puis il y a une petite différence entre, sinon une différence énorme entre projet de loi et proposition de loi. Aujourd'hui, c'est proposition de loi. Quand les gens de l'UNI ont introduit le projet de loi, ils ont mis des choses intéressantes dedans. Ils sont allés même très loin pour mettre la limitation de mandat à 2, l'élection à 2 tours, plus d'autres choses. Mais en ce moment, les gens de l'UNI demandaient, permettez à notre champion d'être candidat pour une dernière fois. Mais nos camarades de l'ANC ont dit non, qu'ils ne veulent pas. C'est pour cela, tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec le développement qu'il a fait dans son analyse, en disant qu'il faut des compromis. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore offrir? Est-ce que maintenant, l'opposition doit dire, ok, compteur à zéro, Faure Gnassingbé peut y aller, ou bien je voulais rappeler ça. Qu'est-ce que l'opposition peut encore offrir? Je vais en venir. Quand il disait qu'on n'a qu'à permettre pour une dernière fois qu'il soit candidat, mais c'était une occasion. Parce que en politique, il faut savoir saisir des occasions aussi. C'était une occasion que l'opposition devait saisir pour avoir les réformes. Qu'est-ce qui nous empêchait de permettre à Faure d'être candidat? Ce fait et ils sont revenus. Là où on en est fort est déjà dans son 3e mandat. Voilà. Il n'en est qu'au début. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore lui offrir? Aujourd'hui, tout cela, ça rentre dans la discussion. C'est pour cela que je disais tantôt que vous ne pouvez pas faire une proposition de loi sans qu'il y ait la diplomatie de couloir. Vous devez discuter et qu'il y ait un compromis, comme il vient de le dire. Les gens là, eux, je suis vont amener leurs préoccupations. C'est dans la discussion qu'on trouve de consensus, qu'on trouve de compromis. Donc, quand vous dites que quelle chance cela pour aboutir, la seule chance, il ne faut pas être trop catégorique et radical sur les propositions que vous avez. Vous voyez, quand j'ai lu un peu la proposition de loi, j'ai remarqué que certaines choses qui étaient dans le projet de loi que l'UNI même avait introduit sont revenues. La même chose était
dans la proposition de loi que UNI, ANC a dit, avait faite. Ça voudrait dire que ces articles-là doivent être révisés. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, il a dit tantôt, hein, ça me fait mal que nous traversons une crise. Voyez-vous, Isabelle Amengavi a déclaré sur Victoire FM la fois dernière, on lui a posé la question de savoir si le cas a été associé. Elle a dit que ils ont approché notre président. Mais le président a dit que vu notre crise, lui ne peut pas se prononcer, mais nous sommes de cœur avec eux. C'est grave. Si, c'est ce que je disais tantôt, si le cas s'ajoutait à cela, ce ferait un poids pour l'opposition. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je continue de dire que vous ne pouvez pas faire une proposition de loi au Parlement sans qu'il y ait une discussion autour, sans que vous rencontrez les amis. Les gens de l'ANC ont des amis qui sont des députés à l'UNI. Vous rencontrez vos amis, vous les convoquez, vous les rassurez. Voilà les portes de sortie ou bien les portes de chance pour que cela aboutisse. Donc, avant que ça n'aboutisse, je précise et je réitère sa proposition. Il faut de compromis. Alors là, Bernard, moi, il y a une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut encore offrir aujourd'hui que UNIR n'a pas déjà? C'est là la difficulté de la chose. C'est là où je me dis, je regrette que c'est maintenant que ça vient. C'est là où moi je me dis, le seul regret que j'ai, c'est qu'on a fini par avoir cette proposition, mais seulement aujourd'hui. On pouvait l'avoir plus tôt. Et que cette affaire-là ne poserait pas de problème aujourd'hui. Parce que le compromis à avoir donné, le compromis qu'on pouvait avoir avant, c'était juste de permettre à Foy d'être candidat en 2015 et c'est fini. Aujourd'hui, il serait dans son dernier mandat. C'était le compromis, c'était le plus facile à obtenir. Donc aujourd'hui, il vient de faire 1 an dans son 3e mandat. On ne va pas dire qu'on a un compromis pour qu'il se présente en 2020. Est-ce que vous voyez? C'est là où c'est vraiment difficile pour l'opposition même aujourd'hui, face à cette proposition de loi. Est-ce que vous voyez? Donc c'est vraiment, moi, je me dis, c'est pourquoi j'ai dit qu'au début, je ne comprends pas les calculs des fois des acteurs politiques. Mais ils sont dans leurs calculs. Moi, je suis acteur de la société civile. Moi, je décide de faire quelque chose, je vois que ça a un intérêt pour le pays, je le fais. Peut-être qu'eux, ils sont dans leurs calculs pour voir qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je ne vais pas gagner. Mais des fois, ça vient trop tard. Est-ce que vous voyez? Donc, mais le fait quand même de venir avec cette proposition montre la volonté de pouvoir aller à ces réformes-là. Ça doit faire réfléchir aussi UNIR qui est en face pour dire que non, l'opposition ou bien le peuple togolais tient à ces réformes. Ce n'est pas parce que l'Assemblée générale a rejeté ça le 30 juin 2014 qu'on n'en veut pas. Donc ça a le mérite de repréciser la volonté de ce peuple-là. Et ce que je dis aujourd'hui, l'opposition a fait une proposition. C'est aller maintenant au Parlement. Ça va être étudié. UNIR va se prononcer par rapport à ça. Va faire ses propositions. Donc on attend de voir quelle proposition UNIR va faire. Qu'est-ce que UNIR va dire par rapport à cette proposition que l'ANC a dit vient de faire. Et si dans cette proposition il y a une préoccupation, on verrait alors qu'est-ce que l'opposition peut faire ou ne pas faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer sur quel est le compromis, qu'est-ce que l'opposition peut céder. Le cas de figure précédent, c'était facile. Ici, c'est compliqué. Donc là, c'est UNIR qui va jouer maintenant. C'est UNIR qui va dire maintenant, oui, voici votre proposition, nous, on n'est pas d'accord sur ça, on veut que vous changiez ça et tout. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut avancer. Mais on doit être dans une posture où on se dit que tout peut ne pas être accepté. Mais est-ce que l'essentiel que nous voulons est là? Si l'essentiel, on arrive à s'accorder sur ça, alors il faudrait que cette proposition-là soit. Donc moi, je me dis, dans le sillage de l'atelier du HCRUN qui va être organisé bientôt, c'est une bonne chose. Justement, cet atelier, est-ce qu'il a un sens? L'atelier du HCRUN, pour moi, ça a un sens. Parce que le HCRUN, c'est juste la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Et c'est clair dans le document. Si vous le lisez, la recommandation 8 du rapport de la CVJR dit clairement qu'il faut organiser ce rendez-vous-là pour que les acteurs du pays puissent réfléchir, se mettre d'accord sur les questions de réforme. Ça, on n'a jamais eu ça au Togo. Juste que, comme le HCRUN lui-même, tout ça là vient tard, c'est tout.
Le rapport de la CVJ a été remis au chef de l'État en 2012, le 3 avril. Si on avait mis le HCRUN en place en cette même année 2012, ça veut dire que cet atelier-là, on pouvait le faire en 2013. Ça pouvait venir même avant que les dialogues, ça pouvait même éviter les dialogues de télécom, tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on a traîné tellement que le HCRUN est venu en 2014 et aujourd'hui, c'est maintenant que cette question-là, cet atelier-là arrive. C'est le temps qui fait qu'on se pose des questions sur l'utilité de cet atelier du HCRUN. Mais quand on reste dans le strict application de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, ça a un sens parce que ça rentre juste dans ce cadre-là. Alors, Kojo Aoudi, le HCRUN qui veut aujourd'hui réunir les acteurs pour réfléchir sur les réformes, pendant que le chef de l'État dit que c'est les universitaires qui doivent réfléchir, il y a une opposition quelque part là. Il faut lire la lettre que HCRUN a adressée aux partis politiques. Vous saurez que c'est toujours, c'est ce que c'est dit, mais ce qui est écrit dans les lettres d'invitation des partis politiques, c'est dans la logique de la déclaration du chef de l'État. Et là, je ne suis plus bien mon ami, parce que tantôt il disait que aujourd'hui le président de la République dit que c'est les universitaires. Et il a eu le mérite de dire que les universitaires ont déjà tout dit. Aujourd'hui, il faut aller vers la mise en application de ce qui a été dit par la PG, par la CVJ. Mais tantôt, c'est là où je ne le suis plus bien. Il dit que l'appel que lance HCRUN, c'est une bonne chose. Moi, j'ai un petit problème. Parce que quand j'ai lu la lettre que HCRUN a adressée au parti politiques, les invitant à cette rencontre, c'est exactement ce que le chef de l'État a dit. Je ne sais pas si vous... Bon, peut-être que vous n'êtes pas... On vous a adressé la lettre, je ne sais pas. Qu'on a invité les universitaires, les professeurs, les intellectuels, la société civile. Et quand vous lisez le contenu de la lettre, c'est comme si c'est maintenant HCRUN veut faire un nouveau dialogue. C'est pour cela que l'homme de l'UNI sur le plateau là disait que APG est caduque. Et moi j'ai peur. Si tel est le cas, je ne trouve pas cela opportun. Je dirais que HCRUN n'est plus dans la logique de sa mission. Parce que la mission première de HCRUN, c'est la mise en pratique des recommandations de la CVJ. Notamment en commençant par dédommager les victimes. Pour réparer ceux à qui on a détruit les maisons, ceux qui ont perdu leur papa à travers les violences politiques que nous avons commises. Maintenant, si c'est maintenant que HCRUN va encore initier un nouveau dialogue, pour parler de quoi, je ne sais pas. Moi, maintenant, c'est une dernière question sur le sujet. Entre les intellectuels et le HCRUN, il y a une confusion quelque part. Non, moi je ne pense pas que c'est un atelier qui est limité aux intellectuels ou bien aux universitaires. Non, le chef de l'État a parlé des universitaires. Mais là, le HCRUN ouvre le van. Justement, c'est là où je voudrais expliquer mon analyse mieux à mon cher ami Aoudi. Justement, le HCRUN n'est pas resté dans le sillage de ce que le chef de l'État... C'est plus vaste. Et moi je me dis, il y a un problème qui se pose. La dernière fois, quand j'étais sur ce plateau, j'avais amené les recommandations de la CVJR. Voilà. J'ai dit, il faut que les acteurs politiques le lisent en intégralité. Ce n'est pas prendre un extrait pour lire. Il faut lire le rapport, les 309 pages. Les acteurs politiques doivent le lire pour comprendre l'esprit un peu, la lettre de ce que la CVJR a dit. C'est pourquoi je dis, quand on reste dans le strict application des recommandations de la CVJR, l'atelier du HCRUN a son sens. Parce que le document est clair là-dessus. Il faudrait aller à cette réflexion, justement pour ne pas être réducteur sur les questions de limitation de mandat et de mode de scrutin. Mais avec des acteurs, pas seulement universitaires ou bien pas seulement intellectuels, non. C'est vraiment très vaste, les acteurs ils ont été cités même dans le document de la CVJ, ceux qui doivent participer à ces échanges-là. Donc, ils restent dans leur démarche, dans la démarche de la CVJR. Juste pour que, ce que je disais, c'est que si cet atelier-là avait eu lieu un peu plus tôt, ça éviterait beaucoup de discussions. Ça éviterait beaucoup de cadres. Mais, moi je me dis, j'ai l'impression à un moment donné, et c'est là où
on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Faure Gnassingbé tient l'agenda politique aujourd'hui. Il tient l'agenda des réformes. C'est lui qui fait les choses. Il a créé le HCRU. Un an après, il a nommé les membres. Il a créé la commission sur les réformes. Aujourd'hui, on n'a pas encore de membres. Et après, on va avoir des membres. Mais est-ce qu'en face, il y a un mécanisme pour pouvoir le contraindre à avancer? La réponse, c'est non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si la réponse à cette question est non aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi moi je conseillerais à des gens d'aller à cet atelier de HCRU pour voir ce qui va se passer. Parce que si vous voulez l'influencer, c'est là-bas aussi que vous pouvez influencer. Ce n'est pas en restant à l'extérieur. Moi je vois beaucoup les critiques, les choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je partage. C'est normal parce que ça traîne. Moi-même je l'ai dit aujourd'hui, ça traîne. Mais le HCRU est dans sa mission quand elle organise cet atelier-là. C'est juste ça. Il faut comprendre de cette façon. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons en tirer, nous, pour que les réformes puissent avancer? C'est pourquoi je dis, parallèlement à ce que le HCRU organise son atelier, l'ANCA a introduit sa proposition de loi. C'est une bonne chose. Parce que si l'atelier-là ne donne rien, la proposition de loi-là, elle fait encore force. On appuie là-dessus. Mais si l'atelier du HCRU donne quelque chose qui fait vite avancer les réformes, qu'est-ce qu'on dirait? On va sauter là-dessus. Donc c'est pourquoi moi je conseille, parce que les acteurs politiques aujourd'hui, il y a certains qui commettent les mêmes erreurs qu'ils ont commis avec la CVJR. La CVJR à ses débuts, quand elle a commencé ses actions, on a tous critiqué qu'elle ne peut pas faire, ça ne va pas réussir, elle n'est pas dans ses rôles, et tout et tout. Et aujourd'hui, le rapport de la CVJR, c'est ça que nous tous nous revendiquons. C'est la première action importante d'envergure que le HCRU veut poser. Donnons la chance à ce qu'on voit ce que ça va donner. Si ça ne donne rien de bon, on serait les premiers à dire que la théorie du HCRU a fait pouf. Mais si ça donne quelque chose, ben on va se saisir de ça pour pouvoir avancer. C'est mon analyse de la chose. D'accord, merci, parce que là, on aurait pu continuer, mais malheureusement, les 90 minutes ça passe très vite. Bernard Bokodjen, secrétaire général adjoint de la plateforme citoyenne Justice et Vérité, et Kodjo Aoudi, président national de la jeunesse du comité d'action pour le renouveau. Vous étiez nos invités. Monsieur, merci d'être passé dans cette émission. Merci. Merci à vous et merci aux amis téléspectateurs et téléspectatrices. Émission donc qui s'achève ainsi. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve le dimanche à venir. Prenez soin de vous.